Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Les semaines se suivent et puis le donjon se remplit petit à petit. Allez, montez dans le train du cuir, des fouets, des lianes, de je ne sais pas quoi, tout ce qui peut être piquant et serrant parce que l'OGC Nice, c'était encore un désastre cet après-midi et peut-être d'ailleurs même le plus gros désastre qu'on ait vu de l'ère d'Igard pour bien des joueurs et puis pour ce quatrième match nul de rang en Ligue 1, l'OGC Nice qui ne perd pas, super, Didier Digard reste invincible mais qui n'avance pas non plus et qui retrouve petit à petit la place dans le ventre mou plutôt que dans la lutte pour l'Europe. Bon, vous l'aurez compris, on enregistre ce numéro à chaud, même si on est très très froid là niveau température évidemment. On va essayer malgré tout d'être un minimum objectif. Bon, vous le savez, hein, si vous écoutez cette émission, c'est déjà pas trop notre habitude d'habitude. Mais là, voilà, on va peut-être essayer de faire autre chose que de casser des bouches, même si c'est prévu pour être l'essentiel du programme. Mais en même temps, quoi de plus normal après une disaster class pareille des hommes de Didier Digard. Mes camarades d'infortune aujourd'hui, c'est un peu les titulaires. On espère qu'ils seront meilleurs que la charnière centrale habituelle, hein, Dante Todibo, parce que sinon l'émission va tourner très très court. On accueille Alric d'abord. Salut Alric, je te demande pas comment ça va, donc bienvenue. Salut à tous, salut Sky. Je suis extrêmement gavé et blasé de ce que j'ai vu. Voilà, tout simplement. Ouais, va falloir développer pendant. Allez, on va tenir le format court une demi-heure. On va pas s'imposer plus peut-être, mais malheureusement, on va devoir en parler un peu plus. Jérémy est également avec nous. Salut Jérémy, bienvenue en enfer. Salut Sky, salut Alric et salut à tous. C'est dommage, je passais un très bon week-end jusque-là. Donc voilà, un peu comme Alric, je suis aussi blasé. Je suis pas forcément très en colère, mais juste blasé par le match que j'ai vu parce qu'on s'attendait à ce qu'on retrouve un peu notre ADN, de toujours relancer les équipes qui étaient un peu en difficulté, voire même beaucoup en difficulté. Et là, voilà, ça a pas dérogé à la règle, quoi. Un point sur 6 cette saison pour le GC Nice face à Angers. Donc Angers qui marque 4 points face à Nice sur cet exercice. C'est plus d'un tiers des points cumulés pour eux toute la saison, puisque c'est leur 11e point aujourd'hui. Voilà, de rien. C'est le nouveau Dijon. Voilà, c'est le nouveau Dijon, pour ceux qui se souviennent d'il y a 2 ans, du coup, c'était les 6 sur 6 de l'Eintracht Dijon. On va rentrer doucement dans cette rencontre, c'était la reprise, hein. On avait hâte de retrouver l'OGC Nice après cette trêve internationale, si seulement on avait su. Voilà, un partout sur le terrain d'Angers. On avait pourtant bien commencé la rencontre avec plusieurs occasions et cette ouverture du score très rapide par Terem Moffi dès la 4e minute. Derrière, égalisation assez rapide également du SCO, un but à la 15e minute sur une mésentente en défense, une erreur de Jean-Claire Todibo peut-être, ça fera partie des actions qu'on va décortiquer dans cette émission. Et après, plus grand chose. Bon, soyons honnêtes, il y a eu quand même plusieurs occasions de la part de l'OGC Nice, hein, notamment beaucoup de ballons qui ont fui devant le but et que Terem Moffi n'a malheureusement pas réussi à couper. Et puis voilà, pas grand chose d'autre, hein. Je pense qu'à part ces 2-3 situations, ça a été très largement insuffisant pour l'OGC Nice. Mais commençons par le commencement. C'était notamment le retour en défense de Antoine Mendy. Melvin Barr était titularisé à gauche. Au milieu de terrain, une association assez classique, notamment en l'absence d'Hicham Boudaoui, de Kefren Turam, Pablo Rosario et de Aaron Ramsey. Et puis devant, c'était la triplette normalement titulaire et infernale, Terem Moffi, Gaëtan Laborde et Nicolas Pepe. Bon, malgré tous ces noms et ces joueurs qu'on essaye d'apprécier, tous sauf un en tout cas, ça a été extrêmement compliqué dans la production du jeu, hein. Angers a crânement joué sa chance et pour une équipe cadavérique déjà condamnée à la descente, c'est tout à leur honneur. Mais on n'a jamais donné vraiment l'impression de pouvoir marcher sur cette équipe et se rendre le match facile malgré encore une fois cette ouverture du score. Messieurs, déjà, par rapport à la composition d'équipe, peut-être commençons, c'était, on va dire, le 11 majeur de l'OGC Nice, compte tenu des disponibilités, pas trop de surprises dans la compo et peut-être pas trop d'éléments on va dire, de discussion là-dessus. Peut-être le fait de revenir dans une défense à 4, ce qui sacrifie Alexis Beka qui avait été plutôt intéressant au poste de latéral droit, mais à part voilà, ce choix tactique, au final, c'est somme toute très logique. Oui, c'est logique de voir ce 11 de départ. Moi, j'avais beaucoup d'attentes, notamment sur la triplette de devant, Laborde, Moffi et Pépé, parce que finalement, sur le papier, ça peut faire très peur comme équipe. Je précise bien sur le papier. Et quand on voit nos 10 premières minutes, pour trahir un petit secret,
Je m'attendais à ce qu'on fasse une émission où on allait dire, vu la faiblesse de l'adversaire, c'était un match plutôt facile. Et en fait, non, pas du tout. Mais c'est rageant parce que quand on voit nos 10 premières minutes, il peut facilement y avoir 2-3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu et sans qu'il y ait rien à dire parce qu'on est vraiment au-dessus et en plus on marque rapidement. Et ce que je déplore, c'est le fait qu'on ait éteint la lumière d'un seul coup sans avoir plus jamais la possibilité de se remettre dedans. Alors j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu un manque d'envie, mais non, je pense plutôt qu'on a complètement raté notre match et c'est très décevant. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, sur la composition, il n'y avait pas forcément mieux à faire parce que, à part peut-être avec Youssouf, mais il revenait de blessure et une blessure assez délicate d'après Didier Digard. Donc, je pense qu'il n'y avait pas trop de choix. Et non, je pense que le 11 de départ était bon et de toute façon, le 11 qui était aligné aurait largement dû gagner ce match de toute façon, que ce soit sur le papier ou sur l'entame de match. Donc bon, comme l'a dit très justement Alric, bon, j'étais quand même rassuré quand on a marqué rapidement. Je me suis dit au moins ça c'est fait. On se met bien dans le match et peut-être qu'on va mettre un coup sur la tête aux Angevins. Malgré ça, on a quand même réussi à remettre Angers dans le match. C'est quand même un sacré exploit de notre part, je trouve. Il fallait le faire, on a réussi à le faire, c'est bravo. Donc non, après voilà, on a joué 10 minutes, puis après en fait, moi j'ai passé le match à me demander quand est-ce qu'on allait recommencer à essayer de jouer. Et en fait, on a eu quoi, deux trois occasions en seconde mi-temps. Kefren Turam qui a essayé de monter deux trois ballons. On a eu des occasions, mais comme d'habitude, il nous faut un nombre incalculable de situations pour arriver à marquer. Heureusement, quelquefois, c'est Terem Moffi qui doit finir, donc on marque, quoi. Mais voilà, c'était un match vraiment nul. Un match nul sur tous les Dans niveaux. tous les sens du terme. Ouais. Très déçu parce que justement, on avait encore une fois une occasion de reprendre des points à Rennes notamment et ne pas se laisser distancer par Lille qui avait gagné juste avant. On ne le fait pas encore une fois. Donc voilà, je pense que de toute façon, ce match montre qu'on ne mérite pas d'aller forcément plus haut cette saison. Reims nous passe devant parce qu'ils sont allés gagner à Nantes, ce qu'on n'a pas su faire aussi. Donc c'est mérité pour Reims de toute façon pour le moment. Donc non, super déçu par le match cet après-midi parce que je m'attendais quand même à autre chose. Et voilà, ça commence à faire pas mal de matchs nuls et de déceptions. Donc oui, on reste invaincu, mais comme le dit Digard, il s'en fichait d'être invaincu. Lui, il préfère avoir une défaite et une victoire plutôt que de matchs nuls. Et il a tout à fait raison parce qu'à force de faire des matchs nuls, on n'avance pas. Et là, on en a la preuve. Oui, 8 points sur les 18 derniers possibles, hein, il me semble. C'est ce que Amazon Prime a dit. En tout cas, 4 matchs nuls de rang pour l'OGC Nice en championnat et face à 4 équipes moins bien classées en plus, hein, sans aller jusqu'à des équipes cadavériques comme Angers, malgré tout. Hein, voilà, hein, Nantes, ça joue le maintien. Lorient nous rattrape doucement. Auxerre tente aussi de jouer le maintien. Enfin voilà, hein, c'est des équipes face auxquelles, sur 12 points, tu devais en prendre on va dire au moins 10 normalement par rapport à tes ambitions de fin de saison. Bon, ben ça, on en fera peut-être un point en fin d'émission ou d'ici quelques semaines, hein, maintenant qu'on va arriver dans la dernière ligne droite du championnat. Tout est encore jouable mathématiquement, mais quand tu pommes autant de points alors que devant toi, il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent aussi à surtout ne pas avancer au classement. Hein. On pense par exemple à Rennes. Ben voilà, tu pourrais te dire que normalement, avec une meilleure série sur ces dernières semaines, bah, tu seras au coude à coude avec Lille et tu aurais peut-être même la 4e place de Monaco dans le viseur. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas du tout la réalité. On va pouvoir peut-être se concentrer après sur la Conference League pour avoir des frissons en fin de saison. Mais là, très clairement, dans le contenu, on ne s'est pas rassuré avant une semaine délicate, que ce soit avec la réception du Paris Saint-Germain et puis après cette double confrontation face au FC Bâle. On n'y est pas encore. Au futur, on va rester encore quelques minutes, quelques dizaines de minutes, espérons-le, sur cet après-midi et cette contre-performance au stade Raymond Kopa. On a un peu balayé la composition d'équipe. Au final, à un ou deux joueurs près, et encore, hein, comme tu l'as souligné, Jérémy, il y avait aussi des questions de disponibilité physique et de retour de blessure. On se répartit sur la même chose. Au niveau du système tactique,
Bon, peut-être que certains auraient joué à 3, mais malgré tout, l'équipe alignée était quand même suffisamment offensive pour aller chercher quelque chose face à une équipe comme Angers. Mais pourtant, dans le contenu, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Alors, pas grand monde n'a été au niveau. Hein. Je pense que quand tes deux meilleurs joueurs, c'est Melvin Barr et Kasper Schmeichel, c'est que ça dit quelque chose de dramatique de la performance de ton équipe. Donc, l'idée, c'est de pas tout mettre sur le dos d'un seul joueur, mais très clairement, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas du tout été au niveau, et peut-être à commencer, une fois n'est pas coutume, par notre charnière centrale, Dante Todibo. Ça a été extrêmement compliqué par trop longues séquences, de sortir le ballon, déjà du camp niçois, hein, Jean-Claire Todibo, qui était vraiment... déjà, première question, est-ce qu'il est fautif sur le but angevin, hein, bien entendu. Et puis après, voilà, c'est extrêmement compliqué dans des relances dans l'axe directement sur les attaquants adverses. Beaucoup de mal à sortir le ballon. Ça a été inédit, mais catastrophique. Personnellement, je pense, déjà pour répondre à la première question, est-ce que Jean-Claire Todibo est fautif sur le premier but? J'aurais tendance à dire oui. Alors, bien sûr, ça remet rien en cause, hein, par rapport à tout Tout le l'amour monde a le droit qu'on de peut faire avoir une erreur, même Jean-Claire Todibo. pour Jean-Claire. Mais voilà, mais par contre, il fait une erreur qui est très préjudiciable. Parce que s'il prend la décision de laisser passer le ballon, il doit communiquer avec son gardien derrière. Parce que Kasper Schmeichel, lui, il met un temps de réaction parce que il a devant lui son meilleur défenseur. Et donc, il s'attend à ce qu'il agisse. Et donc là, il y a erreur de sa part. Et bon, pour justement aller dans ce sens-là, c'est lui qui s'excuse, hein. C'est tout de suite, il fait le geste pour s'excuser envers ses coéquipiers. Donc, il est conscient d'avoir fait une erreur. Après, la défense centrale dans sa globalité, ça a été compliqué. Mais c'est bizarre parce que on aurait dit que Edante, qui est déjà émoussé physiquement depuis quelques matchs déjà, et peut-être Jean-Claire Todibo qui, avec sa sélection en équipe de France, même s'il n'a pas joué, a peut-être eu quelques difficultés. Voilà, ça a été difficile dans le jeu, ça a été difficile dans la gestion des attaques angevines. C'est fou de dire ça parce qu'en fait, quand on voit nos premières minutes, il se passait rien côté angevin. C'est vraiment c'est inquiétant dans le sens où si là on commence à pêcher physiquement, ça va être difficile jusqu'à la fin de la saison. Jérémy, je suis désolé de t'obliger à faire ça, hein, parce que je sais que c'est deux de tes joueurs préférés, notamment notre capitaine Dante, mais voilà, une performance. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est leur plus mauvaise performance associée tous les deux sous le maillot niçois? Ouais, une des plus mauvaises, je pense. Ouais, alors la plus mauvaise peut-être. J'ai pas de souvenir d'autres matchs où c'était aussi compliqué. Mais de toute façon, alors oui, il y a une énorme erreur sur le but. Pas que de Jean-Claire Todibo. Alors oui, il est au départ, il fait l'erreur. Mais après, comme sur les derniers matchs, on offre des buts. T'as des attaquants de l'équipe adverse qui sont tout seuls dans la surface. C'était déjà le cas contre Lorient. Contre Nantes un petit peu aussi. Sur le deuxième but, il y avait un joueur à marquer, il n'y a personne qui le marquait. Ça fait quelques matchs que de toute façon, on donne des buts. Hein. Lorient donne un but, Nantes, on donne les 2 buts. Auxerre, pareil, on donne le but. C'est quand même hallucinant de donner autant de buts et de faire autant d'erreurs défensives. Alors, c'est pas que de notre charnière centrale qui reste quand même excellente, et on n'oublie pas tout ce qu'ils ont fait parce que ils nous ont fait gagner un nombre incalculable de matchs. Après voilà, Jérémy, hein, on a le droit de dire qu'ils ont fait un mauvais match. Ça veut pas dire qu'on les enterre ou qu'on brûle nos idoles d'hier, qui seront aussi nos idoles de demain, hein, d'ailleurs. Mais sur cette rencontre, j'insiste, après tu as le droit de pas être d'accord, mais sur cette rencontre, moi je les ai trouvés d'une friabilité assez inédite, hein. Il y a pas mal de fautes aux alentours de la surface, hein. Dante aussi, qui se fait quand même manger au duel et à l'expérience sur des duels. Enfin, ça, moi, et puis à la relance, c'est pas bon non plus. Voilà, à la relance, qui est quand même une des principales qualités de ces deux joueurs-là. Enfin, ça a vraiment été compliqué pour moi de la première à la dernière minute. Ouais. Non, et notamment dans les duels, c'était vraiment, comme tu l'as dit, assez inhabituel. Hein. Bon, après, c'était à l'image de l'équipe, mais c'est vrai que souvent, quand l'équipe va mal, c'est vrai que c'est eux deux qui tirent un peu l'équipe vers l'eau et qui tiennent la maison derrière. Et même, c'est vrai que là, ils ont eu du mal cet après-midi. C'est dommage parce que c'est sur ce match-là où normalement c'est plus tranquille pour eux que ça arrive. Donc bon, voilà, ils ont fait un mauvais match tous les deux en même temps, c'est assez rare, mais oui, c'est un constat, ouais.
Ce qui est dommage, hein, c'est que du coup, effectivement, un mauvais match de la charnière centrale, ça arrive, apparemment, on le découvre. Les deux en même temps, comme tu le disais, en plus, pas de chance, pas l'un pour rattraper l'autre vraiment cet après-midi. Mais malgré ça, tu aurais dû, en fait, remporter ce match. Tu avais largement la place, même en encaissant ce but un peu donné aux scoïstes. Tu pouvais encore largement leur en planter 2, 3 ou plus. Enfin, vu le standing de l'équipe et leur dynamique, tu devais. Ça a été plus compliqué et moi je voudrais m'attarder un petit moment sur le milieu de terrain quand même parce que trois joueurs qu'on apprécie ou pas et je pense que c'est difficile de les apprécier cet après-midi. Mais bon, a priori quand même qui ont un certain talent et un standing supérieur à celui de leurs homologues angevins et moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont eu beaucoup de mal à exister alors qu'Efren Thuram a tenté et plutôt réussi ces montées balles au pied qui ont pu, notamment en fin de match, donner un peu d'air à la défense et au bloc niçois. Ça a été beaucoup plus compliqué après pour savoir quoi faire de ce ballon une fois qu'on était arrivé aux avant-postes, mais au moins il y avait ces remontées de balles. Par contre, Pablo Rosario et Aaron Ramsey, ça a été compliqué. Moi, j'ai revu le Ramsey que je détestais voir ces derniers mois après quelques semaines où c'était quand même beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, euh, jamais vraiment d'erreur, mais une influence sur le jeu, on va dire invisible, ou en tout cas épaisse comme du papier à cigarette. Et Pablo Rosario, je pense que les réseaux sociaux en ont suffisamment bien parlé. Hein. C'est un match avec pour 3 matchs sans, et là, très clairement, on sent que c'est une série de matchs sans qui s'installe pour le milieu de terrain néerlandais. Et ce qui est frustrant avec ce milieu de terrain, c'est le manque de justesse technique avec le ballon. En dehors du placement, parce que j'y reviendrai. Mais le nombre de passes à 2 mètres qu'on a pu rater, des passes du plat du pied, tous, hein, les trois. Et pas vers l'avant en plus, hein, faut pas Et pas déconner non toujours, plus. voilà, et j'allais y venir. Le nombre de passes que tu rates quand tu les tentes vers l'avant, notamment dans cette séquence où tu mènes un 0 et où tu pousses pour aller planter le deuxième but, il y a un nombre incalculable de fois où on rate le dernier geste. Et ça, c'est vraiment notre plus gros défaut depuis longtemps déjà, parce qu'on en parlait déjà la saison dernière. Et puis, le nombre de fois où il y a des actions qui sont en train de se créer, où tu peux amener du surnombre, tu peux amener de l'impact et de la vitesse et de l'intensité, tu fais une passe en arrière pour refaire une séquence en balle. Ça me casse les burnes. Ça me casse les burnes de voir ça. Je ne comprends pas comment, quand tu joues contre le dernier du championnat, qui est la plus mauvaise attaque du championnat, la plus mauvaise défense partagée avec 3, tu n'as pas envie, non, c'est pas ça, mais tu ne prends pas le risque de leur pulvériser la cage, de tirer de loin, de tenter des choses en fait. Non, on est retombé dans nos travers de vouloir rentrer avec le ballon dans la cage. Et ça, c'est insupportable. Alors c'est bien, le premier but, c'est une superbe séquence à 3 passes, hop, tout en touché, et petit but facile, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand tu vois que ça passe plus, tente autre chose. On a des joueurs qui sont techniquement au-dessus du lot, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient réussi à faire quoi que ce soit. Et c'est ça que je comprends pas. Voilà, je comprends pas cet état d'esprit trop friable face à des équipes comme ça. Non, on devrait leur rentrer dedans, alors les pulvériser. Mais est-ce que c'est pas l'ADN du club? Bon, Mais ça, blague à ça, part, mais ça, je suis obligé de le dire une fois par émission, c'est dans il mon faut. contrat. Bah, ça justement, tu fais bien de le dire parce qu'en fait, ça me rappelle un point que je voulais dire. On manque d'exigence. On Mm. manque extrêmement d'exigence. On a plein d'ambitions. On veut devenir un grand club. On veut jouer l'Europe tous les ans. Mais on manque trop d'exigence. Mm. On manque trop d'exigence. C'est pas possible d'avoir un niveau comme ça qui devient nul comme ça petit à petit dans un match. On manque trop d'exigence. Et ça, si ça n'évolue pas dans les prochaines saisons, et ça sera probablement le travail du futur coach ou de Digard l'année prochaine, c'est de pousser encore plus le niveau d'exigence. Parce que c'est pas possible de jouer comme ça face au dernier championnat. Ça arrive, hein, forcément, les contre-performances, mais là, c'est vrai que c'est l'attitude qui interroge Jérémy. Je voudrais je sais pas si on peut dire terminer, mais qu'on reste encore un petit moment sur le milieu de terrain. Forcément, un être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. Hicham Boudaoui était absent. Eh ben, lui qu'on ne voit que assez peu sur le terrain, on a pu mesurer la qualité, en tout cas l'importance du travail de l'ombre du prince de Béchar. Là, il n'était pas là. Au milieu de terrain, on n'a vraiment pas su quoi foutre. Et en fait, à part les montées de Kefren Turam, mais les latéraux, peut-être qu'on y viendra après dans un second temps, mais alors trouver
trouver et créer du jeu dans l'axe, trouver du lien, ça a été extrêmement compliqué. Est-ce que c'est une coïncidence, même si moi perso j'y crois pas trop, ou est-ce que voilà on mesure aussi du coup la Hicham dépendance de ce milieu de terrain et de l'OGC Nice plus globalement? Ouais, Hicham revient vite, hein, parce que là c'était en fait, il y a quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui et ça va de pair avec une des qualités de Boudaoui, je trouve, c'est dicter le tempo au milieu de Mmh. terrain, où des fois justement il sait quand garder le ballon et calmer le jeu, et il sait quand est-ce qu'il faut l'accélérer et relancer assez vite. Là justement aujourd'hui, à chaque fois, il y avait des trous au milieu de terrain. On ne sait pas trop où étaient les milieux de terrain. Ils dézonaient beaucoup. Thuram était très excentré, mais ça, je pense que c'est plus une consigne qu'autre chose. Ah non, Mais non, ça, mm, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un reproche que lui a fait Digard en première mi-temps notamment, où il était trop excentré. Il obligeait Ramsey, je crois, à redescendre plus bas pour toucher le ballon, alors que c'était le rôle de Thuram, ça doit rester dans l'axe. Il lui reprochait beaucoup trop d'être trop sur le côté. Ça a été mieux fait d'accord, autant en pour deuxième moi. période, je Ouais. trouve, ou Mm. notamment peut-être que Ramsey redescend. J'ai l'impression qu'il joue plus comme un numéro 6 dans la deuxième période. Du coup, il touche plus de ballons ça permet d'un peu mieux lancer Kefren Thuram dans l'axe. Bon, après, il y a aussi voilà, ce changement tactique. Bon, malheureusement, du coup, ça voulait dire que Rosario devait faire le jeu et ça a été nettement plus compliqué. Mais voilà. Enfin, je te laisse terminer, Jérémy, sur cette difficulté du milieu de terrain globalement tu l'as dit assez justement, à savoir dicter le tempo de cette rencontre. Ouais, non, bah autant pour moi pour Thuram. Après, oui, c'est en fait le problème, c'est qu'il y a des actions où tu avais les trois milieux de terrain, même Rosario, qui étaient super hauts sur les seconds ballons, et en fait, on gagnait jamais aucun second ballon. Donc en fait, Angers partait à chaque fois, pas en contre, mais justement, il partait en attaque et on se retrouvait un petit peu en difficulté à chaque fois. Donc du coup, tu fais les efforts pour revenir. Donc du coup, après, tu relances mal parce que tu es moins lucide. Et en fait, on était dans un cycle un petit peu comme ça, où on n'arrivait jamais à se poser et à vraiment dicter le tempo. Parce que alors des fois, oui, on se posait parce qu'on prenait à peu près, je sais pas combien de temps et de contrôle pour faire une passe vers l'avant. La session handball, Donc hein, du comme coup, dit, voilà, comme dit c'est Alric. voilà, c'est ça. C'est le problème. Et du coup, oui, je pense que vraiment, on a vu, enfin vraiment, l'absence de Boudaoui s'est ressentie. Et ça, une de ses qualités, justement, dicter le tempo. On a vu cet après-midi qu'il n'y avait personne qui le faisait. Et je pense que s'il avait été là, malheureusement, il n'était pas là. Encore une fois, petite blessure apparemment. Donc, on va espérer qu'il va vite revenir parce qu'on a vraiment besoin de lui. Ouais, espérons que le Prince de Béchard revienne dès la prochaine rencontre parce que au milieu de terrain, on a du mal à voir qui pourrait prendre le relais. Peut-être Alexis Beka qui n'a certes jamais impressionné au milieu de terrain, mais qui sortait d'un peu de temps de jeu et notamment au poste de latéral droit, ce qui a un peu manqué nécessairement peut-être. En tout cas, il a manqué beaucoup d'activité. Mais avant d'ouvrir chacun voilà notre page et notre petit œil taquin sur certains joueurs, je voudrais qu'on termine et qu'on termine par l'attaque parce que très clairement, même si la responsabilité est collective, ça va quand même beaucoup pêcher devant parce que tu dois marquer plus qu'un but face à la pire défense du championnat, hein, comme on le disait précédemment. On a l'impression qu'on n'a jamais vraiment eu de situation. Il y a beaucoup de ballons qui sont passés devant le but, y compris dans les 6 mètres que Terem Moffi aurait pu couper. Bon, il marque sur la première occasion avec ce centre en retrait, mais après, il en a eu d'autres d'occasions. Bon, difficile de le blâmer déjà parce que il arrive à la mettre au fond au moins une fois et après c'est une question de timing assez délicate à réaliser, mais trop peu d'occasions, au final, trop peu de tentatives, peut-être. Un Gaëtan Laborde qu'on a vu comme à son habitude actif, mais qui finalement n'a jamais franchement eu l'opportunité, lui, de s'essayer à marquer un but. Il a pas tiré de seule fois, je crois, hein. Là, comme ça, il y a sa tête, non? Il me semble. C'est lui qui met Ah si, si, la oui, tête, il y a sa tête Ouais, la cadrée, tête, ouais, ouais. excuse-moi. voilà, bien détournée par Bernardoni, mais il n'a pas frappé une seule fois. Il y a juste cette tête en fin de rencontre, effectivement. Euh, et ensuite, voilà, Nicolas Pepe qu'on a vu en difficulté, je dirais. Je me réserve peut-être pour après là-dessus parce que c'est un joueur, j'ai du mal à comprendre comment il peut être 90 minutes sur le terrain. Mais voilà, déjà, peut-être la performance de Terem Moffi pour commencer, ce qui est à peu près positif, encore buteur. On sent surtout que c'est au terme d'une belle action collective et justement sa connexion avec Gaëtan Laborde, on sent qu'il commence à se faire, à ce collectif. On commence à mieux le trouver, à mieux sentir son jeu. C'était une critique
peut-être pas contre lui personnellement, mais qu'on avait émise dans pas mal d'émissions ces dernières semaines. Là, on a l'impression que même si ça se transforme pas en triplé à chaque match, on le trouve mieux intégré à l'équipe, et c'est normal avec le temps, petit à petit, et les semaines d'entraînement communes. Je pense que lui est en train de trouver son rythme avec ses coéquipiers et c'est le point positif pour lui, pour l'équipe et surtout un des rares points positifs de ce match avec la connexion avec la board, comme tu l'as si bien dit, les 10 premières minutes où l'équipe était en marche, la connexion, la board, Mofi, ça fonctionnait très bien. Ce qui n'était absolument pas le cas de la connexion avec Nicolas Pepe, qui lui n'a eu de connexion avec personne finalement, parce que ça ne fonctionnait pas, toujours à contre-temps, mais je te laisserai en parler. Mais ce qu'il faut noter sur Mofi, par exemple, c'est que je trouve qu'il n'a pas énormément pesé, finalement, sur la globalité du match. Il a été là au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets, mais j'ai pas l'impression qu'il ait eu ne serait un point important sur la défense angevine, qui est une défense hyper friable, et ça me désole un peu, mais je veux pas l'accabler, c'est plutôt collectif. Voilà, je trouve un peu dommage que on est surtout aussi on a été très têtu dans nos centres, toujours à frapper fort devant le but, très rarement on passe en retrait. Voilà, je trouve aussi qu'on a beaucoup de mal, au-delà de réaliser le dernier geste, à avoir le QI football suffisamment élevé sur ce type d'action pour faire le bon choix. Je regrette qu'on ait toujours voulu frapper très fort devant le but pour essayer de pousser le ballon au fond. Et parce qu'on a toujours eu un temps de retard, alors que nos joueurs étaient tout le temps en retrait. Voilà, c'est un peu compliqué d'analyser plus en profondeur, c'est médiocre, c'est médiocre. Jérémy, la performance de Terem Moffi d'abord, et puis on étendra ça peut-être à toute l'animation offensive ensuite. Moi, je suis quand même content qu'il ait pu marquer encore aujourd'hui. Quand même, je trouve que depuis qu'il est là, il nous fait beaucoup de bien et il fait le travail hein, parce qu'il est déjà à 5 buts quand même et 2 ou 3 passes décisives. Donc depuis son arrivée, en peu de temps, il est décisif dès qu'il joue en ce moment. Donc moi, je trouve il fait ce qu'il faut. Et je pense qu'il aurait vraiment il aurait pu plus profiter du collectif si on avait eu un bon aujourd'hui parce que justement, je suis tout à fait d'accord avec Elric sur par exemple les centres qu'il a eu. Bon, il y en a un qui, je pense en seconde mi-temps, sur la seule occasion qu'on a, qui peut reprendre. Il est un peu en retard malheureusement. Par contre, il y en a un en première mi-temps qui est à mi-hauteur. Donc à part si il rentre dans les buts et qu'il la met du torse, je vois pas comment il peut la mettre hein, parce qu'elle elle est trop compliquée, trop basse pour la tête. Aurait pu la mettre. Ouais, bon. mais du coup voilà il a fait son match parce qu'il a marqué, donc pour un attaquant on va pas lui reprocher autre chose. Après je pense que voilà il aurait pu encore plus un peu plus peser parce que vraiment la défense d'Angers surtout en début de match c'était vraiment pas bon du tout quoi. On avait des espaces qui étaient énormes et on n'en a pas profité et lui non plus n'a pas pu plus en profiter, donc c'est dommage. Donc non, j'ai pas forcément. J'aurais aimé qu'il pèse un peu plus. Après voilà, il a mis son but et c'est un joueur vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai hâte de le revoir par la suite. Donc voilà, match où il a un peu subi le collectif, je pense, malheureusement, mais pour lui, contrat rempli avec ce but, on va dire. C'est un minimum en tout cas, et bon, on essaye quand même de s'efforcer à souligner ce qui a fonctionné aussi dans ce match, ou en tout cas les rares éléments positifs. On va parler de Nicolas Pepe. Alors bon, pour ceux qui écoutent l'émission et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis déjà j'étais pas trop dans le train à la base, mais force est de constater que c'est quand même aussi lui qui nous a un peu porté offensivement, notamment sous la mandature de Lucien Favre cet automne. Hein, donc on peut pas tout balancer à la poubelle sur sa saison à l'OGC Nice. Ce serait être malhonnête. Par contre, depuis son retour de blessure, il y a eu cette rencontre catastrophique en championnat face à Lorient la semaine dernière, une entrée dégueulasse face à Tiraspol. Là, ça a été mieux dans le comportement, en tout cas. On l'a pas vu pester sur ses coéquipiers, c'est déjà ça. Par contre, footballistiquement, on va dire, on peut pas dire qu'il a traversé le match comme un fantôme non plus, parce qu'on l'a vu des fois dans la surface tenter quelques centres, mais en fait j'ai l'impression, comme Alric tu avais commencé à dire, c'était toujours à contre-temps et c'était jamais inspiré et c'était jamais vraiment décisif non plus, parce que
moi j'ai trouvé qu'en fait techniquement, alors que c'est quand même censé être le leader technique de ton attaque, hein, littéralement, ça a été vraiment mais d'une grande faiblesse. Je veux dire, le nombre de ballons qu'il n'a pas bien contrôlé, qui ne s'est en tout cas pas bien emmené après on va dire des passes ou des situations pas très bien gérées, ça me laisse vraiment perplexe. Et ce qui me laisse d'autant plus perplexe, c'est qu'en fait, du coup, il est titulaire visiblement indiscutable, peut-être par son statut et son expérience ou le manque de concurrence, je ne sais pas. Mais son poids sur le jeu de l'OGC Nice est extrêmement limité. Ce qu'il réussit, pour l'instant, c'est trop peu, même si on pourra, et peut-être même à raison, me rétorquer que avec un peu plus de chance, si Terem Moffi met la balle au fond, ça fait passe décisive. Si on siffle penalty face à Lorient, il est décisif aussi. Enfin, voilà, je l'entends tout à fait. Mais pour le joueur qui doit être le leader de ton attaque et qui l'a été à l'automne dans les moments difficiles, là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe qui s'est créée sans lui pendant sa blessure et avec le changement de coach, qu'il a beaucoup de mal à rentrer dedans et peut-être dans cette nouvelle façon de jouer. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une question de temps comme Terem Moffi et que ça va venir d'ici la fin de la saison. Mais pour l'instant, je trouve que c'est davantage un handicap qu'un apport pour l'OGC Nice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça soulève encore plus la question de son avenir aussi, parce que il reste plus beaucoup de matchs pour prendre une décision. Lui, dans la presse, dit qu'il se projette tout à fait à l'OGC Nice, mais là, en l'état, je vois pas quel salaire et quel montant de transfert tu peux justifier pour continuer l'aventure avec lui. Tu fais bien de parler du fait qu'il y a une équipe qui s'est formée sans lui, parce que très vite, hein, lorsque Didier Digard est arrivé, il a été absent. Il a fait un match, c'est contre Montpellier, sous Digard. Et après, il a été blessé et puis il est revenu il y a très peu de temps. Tu fais bien de parler de ça parce que c'est l'impression que j'ai eue pendant le match où je me suis dit, mais en fait, Pépé, c'est bien sur le papier, mais comme tu l'as dit, ça n'apporte rien. Et j'avais envie de voir, par exemple, un Brahimi ou un Bonani plus tôt dans le match. Ça aussi, ça a été un reproche que je peux faire un peu à Digard aussi et à son staff, c'est le fait que les changements soient arrivés trop tard. J'aurais bien voulu voir Nicolas Pepe sortir plus tôt. À la 73e minute pour les 3 premiers changements, Ouais, et notamment l'entrée de Brahimi et de Buonani offensivement, et les suivants à la 82e minute. C'est beaucoup trop tard quand tu te souviens que contre Nantes, à l'heure de jeu, ça change. Parce que ça fonctionne pas. On est un peu dans le même état d'esprit face à Nantes. On n'y arrive pas, c'est trop brouillon. Et hop, changement à l'heure de jeu, visage changé. Mais là, c'était trop tardif. Et voilà. Et en fait, oui, je suis assez d'accord sur le fait que Nicolas Pepe, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un peu plus de séjours sur le banc. Mais là, pas parce qu'il est blessé, tout simplement parce que sportivement, c'est compliqué. Alors, on rétorquera à tort ou à raison, hein, parce que ça va 5 minutes, qu'il revient de blessure, machin, truc et tout. Oui, mais lui, il a dit que c'est OK, il était prêt à jouer. Donc, pourquoi il joue pas? Jérémy, le match de Nicolas Pepe et plus largement sa situation à l'OGC Nice peut-être? Décevant. En début de match, moi je me suis dit peut-être qu'on va voir quelque chose parce que je trouve qu'il avait réussi 2-3 dribbles intéressants. À un moment donné, justement, il a réussi à avoir son occasion un peu tout seul. Justement, il fait un très bon dribble. Et après, bon, on peut pas lui reprocher de tirer, mais il y avait quand Il même tire sur un Moffi et défenseur quand Laborde même, en hein. retrait. Non, il tire sur le gardien, je crois, à ce moment-là. C'est Bernardoni qui l'arrête, mais il y avait en retrait Moffi et Laborde. Donc bon, on peut pas lui reprocher d'avoir tiré dans la surface, mais je me suis dit, bon, il commence bien son match, et puis petit à petit, en fait, on l'a plus vu. Surtout en fin de match, on est repassé, je crois, sur ce 4-4-2 qui m'horripilait sous Favre avec Laborde et Pépé en pointe. Et franchement, je trouve ça pas bon comme choix. Enfin, c'est pas un choix que je ferais. Et du coup, bon, il est un peu. Non, après, je sais pas grand chose à dire parce qu'en fait, on l'a pas beaucoup vu. Et moi, j'en attends beaucoup plus parce qu'en fait, quand on voit qu'il a blanc dans les pieds, on se dit qu'il va pouvoir faire quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, mais en fait, au final, non. C'est son rôle et c'est pour ça qu'il a été recruté, de toute façon, faire des différences offensives. C'est ça. Et puis bon, en plus, sur la dernière action, bon, il a peut-être qu'il s'est dit que c'était fini, le match était fini, mais c'est quand même fait reprendre de vitesse par Otunji. J'étais fou, franchement. J'ai dit non, mais stop, quoi. J'ai dit bon, le match est fini, allez, on arrête. Parce que là, alors, je m'excuse pour la personne si elle nous écoute d'avoir oublié son nom. Il y a quand même quelqu'un qui m'a répondu oui, mais il avait couru pendant 90 minutes.
alors a priori, c'est quand même son job comme les autres joueurs, et 2, est-ce qu'il a vraiment couru pendant 90 minutes? Enfin, bon, c'est... Voilà. Après, si on nous dit qu'en fait, il est à 60% physiquement par rapport à sa blessure, moi, je veux bien excuser une partie de son dynamisme et de son manque de vitesse à ce moment-là, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, s'il est à 60% physiquement, moi j'ai du mal à expliquer qu'il soit titulaire, ou en tout cas qu'il joue 90 minutes. Alors bon, sur le banc, tu es un peu à poil sur les côtés, c'est l'éternel problème de tous les mercatos de l'OGC Nice d'ailleurs, qui va peut-être se poser l'été prochain si on ne prolonge pas l'aventure de Nicolas Pepe d'ailleurs, encore une fois, année après année. Mais bon, voilà, moi je partage un peu le constat de dire c'est dommage de ne pas avoir vu Buonanni plus tôt, même si malheureusement il chip peut-être une belle occasion à Gaëtan Laborde aussi en fin de C'est un peu rencontre. ça, franchement, je n'en veux pas parce que je Non, pense voilà. qu'il veut surtout contrôler la balle plutôt que la frapper directement. Alors certes, il a peut-être pas vu son coéquipier derrière, mais j'aurais vraiment voulu le voir avant. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Pépé, il me semble que quand il jouait à Lille et même à ses débuts à Arsenal, c'était un joueur qui tentait des frappes, non, de loin? Un peu extérieur de surface, revenir sur son pied gauche, envoyer des patates lucarnes. Il a jamais fait ça chez nous. Non, mais D'accord. tu sens vraiment un joueur emprunté. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est au niveau mental? Je sais pas, mais pour un mec qui a l'air aussi confiant sur le fait que, et aussi content d'être à Nice, hein, parce que c'est ce qu'il te dit en interview au final. euh, Moi, je trouve que t'as vraiment l'impression d'un joueur qui traîne je sais pas si c'est sa déprime ou ses difficultés sur le terrain. Alors, c'est pas un mauvais joueur, hein, c'est pas Miziane ou Issane Sako, hein, on n'est pas en train de dire ça, parce que comme tu le disais, Jérémy, on voit qu'il y a du ballon, on voit qu'il peut se passer un truc. Et c'est encore plus frustrant, du coup, c'est encore plus décevant. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a un chapitre, qu'on a une cible sur son dos, hein, certains trouveront et ils auront peut-être pas tort, mais en fait, c'est parce que c'est le joueur que tu vois le plus, c'est le plus gros salaire du club, ça va être le plus gros dossier de ton prochain mercato. En tout cas, la question va très rapidement se poser, si elle ne se pose pas déjà d'ailleurs. Et en fait, tu as l'impression que tu n'avances pas sur ce sujet-là. Après, voilà, il vient de revenir depuis deux matchs et demi. Peut-être que d'ici 2-3 journées, ça ira mieux. Collectivement, il se fera à cette nouvelle équipe. Mais bon, ça sera peut-être un peu tard. Déjà pour les ambitions européennes de l'OGC Nice. Et puis aussi pour l'avenir de Nicolas Pepe à Nice. Après, s'il met le but du titre à Prague, écoute, je pardonne tout. Et on pourra même acheter son maillot floqué avec très grand plaisir. On demande qu'à avoir notre bouche fermée très rapidement par Nicolas Pepe. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas encore cette semaine. Messieurs, je vous propose de passer sur la dernière partie de notre émission. Avant de parler du classement, des prochaines semaines notamment, est-ce que vous avez encore un dossier que vous souhaiteriez ouvrir sur cette rencontre? On n'a pas parlé de tous les joueurs, mais en même temps, je pense qu'on a parlé de ce qui était intéressant et décisif dans l'analyse de ce match. Après, si notamment parmi les entrants ou autres, vous avez quelque chose dont vous voulez parler, vous savez que c'est votre émission avant tout. Moi, je veux parler de l'homme du match, Kasper Schmeichel. Fais-toi plaisir, vas-y. Mais non, mais parce que en plus, il sort de beaux arrêts. Ce sont des arrêts, il y a 2-3 fois, il plonge bien, il va bien les chercher. Notamment la toute première frappe de Ben Taeb, je crois. Et je me suis dit, oula, il va faire un grand match, c'était sûr. Non, heureusement qu'il est là parce que d'habitude, il est bon, mais sa défense l'aide aussi pas mal. Là, il est bon parce que sa défense n'était absolument pas présente. Donc voilà, j'ai envie de souligner son bon match. Je sais pas si c'est le meilleur qu'il a fait chez nous, je pense pas. Ni le meilleur ni le pire, n'est-ce pas? Ouais, voilà, comme disait un ancien grand philosophe. Mais non, mais ça fait plaisir de voir lui, par contre, qu'il était au niveau. Il est sur la continuité. Je regrette un petit peu je regrette complètement d'ailleurs qu'on n'ait pas pu faire un clean sheet parce que c'était propice. Ce match-là était propice à un clean sheet. Ça faisait un petit moment qu'on encaissait un but par match. Et donc, voilà. Mais bon, le vrai point positif, c'était Kasper Schmeichel de mon côté. Jérémy? Moi, j'ai un point très important. Je voulais rendre hommage à Pancho qui est allé au stade cet après-midi, le pauvre. Parmi les supporters en juin, en plus. Voilà. Je voulais lui rendre un petit hommage parce qu'il a subi ça en live et au stade en plus. Donc, ça devait être un magnifique spectacle. Malheureusement, après, j'ai pas forcément d'autres points. Je trouve juste que Alric l'a rapidement mentionné, mais malheureusement,
les entrées ont été un petit peu tardives, notamment celle de Brahimi et de Buonanni, parce que peut-être qu'ils pouvaient tous les deux changer les choses avec leur profil respectif. C'est un peu dommage, c'était un peu tard et on n'a pas pu vraiment les voir à l'œuvre. Youssouf est rentré assez tôt, mais voilà, bon, en plus il renaît de blessure, donc je pense qu'il pouvait pas non plus, on pouvait pas trop lui en demander. Mais voilà, les changements un petit peu tardifs et hommage à Pancho. Voilà, hommage à Pancho. Je vais dévoiler un secret de coulisses. Quand tu demandes à Pancho s'il s'éclate bien au stade cet après-midi, il t'a quand même répondu: j'ai envie de soulever leur grosse daronne à tous. C'est tellement out of character, en plus, connaissant Pancho, qui est toujours positif et lisse, mais voilà, ça a été compliqué pour lui. Mais tu fais bien de parler des tribunes, parce que c'est peut-être l'occasion, du coup, pour moi, de souligner l'énorme présence des supporters niçois qui ont fait le déplacement, puisqu'on a entendu que à la télé. On a quand même entendu Nice à la Bella, on a entendu les chants Bilou, Bilou, Bilou. Enfin voilà, certes, en face, il n'y avait pas grand monde, mais contrairement aux joueurs, eux, ils ont fait le taf, même sans adversaire. Donc du coup, bravo et gloire à ceux qui nous représentent sur les terrains de France et d'Europe, avec autant de détermination et autant de talent. Bon, voilà, c'était histoire de terminer ce match sur une note positive. Messieurs, on va conclure cette émission en jetant un petit coup d'œil au classement et au calendrier. L'OGC Nice est désormais 8e avec 45 points. Le Stade de Reims est passé devant nous. Lorient nous talonne désormais, à voir si Lyon se rapproche en fonction du résultat de la soirée face au Paris Saint-Germain. Alors, bien sûr, on va se poser la question à chaque émission: est-ce que la course pour l'Europe s'est terminée ou pas? Alors oui, parce qu'on est loin. Non, mathématiquement, c'est pas fait, tout ça. Alors, plutôt que de vous poser ces questions-là, pour laquelle on va répondre la même chose tant que les dés ne seront pas jetés mathématiquement, est-ce que pour vous, l'OGC Nice aujourd'hui affiche un visage d'une équipe qui mérite de terminer dans le top 5, tout simplement? On sait que devant nous, ça avance vite, notamment Lille. Rennes, c'est beaucoup moins vrai, mais malgré qu'ils choquent à chaque journée, il reste quand même 5 points devant. Bon, est-ce que ces 3-4 dernières semaines, tous ces matchs nuls, ces 8 points sur 18 possibles, au final, c'est pas le vrai visage et la place de l'OGC Nice sur l'ensemble de sa saison, que ce soit sous la mandature de Lucien Favre ou de Didier Digard? Il y a eu des hauts et des bas, mais la 8e place à la rennaise, comme on aurait dit il y a quelques années, c'est pas juste notre place logique. Pour moi, l'OGC Nice, 7 ou 8e, est à sa place. Ça fait beaucoup moins de tâches que d'être 14e ou 15e quand on était lors de la première partie de saison. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as montré en première partie de saison, avec ce que tu montres ces dernières semaines face à des équipes qui sont logiquement à ta portée, mais comme quoi dans le foot, il n'y a pas de logique, tu es à ta place si tu finis 7-8e. Alors c'est sûr que quand on parle d'ambition, de projet, de Mayburn, forcément, c'est frustrant. Mais aujourd'hui, tu ne mérites pas mieux. Tu ne mérites pas mieux. Et puis, je vais creuser un peu plus la question. Il reste la Coupe d'Europe. Est-ce qu'il faut tout jouer sur la Coupe d'Europe? Bien sûr que non. Même Digard l'a déjà dit. Donc, il faut tout jouer à fond. Mais je pense qu'il va falloir se faire une raison petit à petit et se dire que même si mathématiquement c'est encore faisable, tu ne mériterais pas une qualification en Coupe d'Europe. On connaît ton avis sur cette Coupe d'Europe, Alric. Je vais quand même te poser la question. Si dans les prochaines semaines, on va dire à horizon fin avril, après la double confrontation face à Bâle, si tu as encore décroché au classement parce que tu n'avances pas plus vite, mais que tu t'es qualifié pour une demi-finale européenne, peut-être qu'à ce moment-là, alors tout jouer sur la Coupe d'Europe, c'est peut-être un peu extrême, mais par contre, quand tu vas avoir les matchs, quand tu vas avoir la demi-finale qui va arriver, peut-être que tu pourras te permettre de faire tourner pour les matchs de championnat, et au lieu d'essayer de tout jouer à fond, il y a des matchs il y a des matchs de Ligue 1 que tu vas pouvoir jeter si tu n'es plus concerné par la Coupe d'Europe. Donc l'idée, c'est pas de tout jeter à partir de maintenant, mais après, quand tu vas avoir des semaines à 3 matchs, la priorité, qui aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps, n'était pas forcément évidente, parce que tu essayais de jouer sur tous les tableaux. Mais voilà, là, rapidement, si le mois d'avril, tu ne fais pas le plein, on le rappelle, face à Paris, Brest, Clermont et Troyes, si tu fais pas 10 ou 12 points, je pense qu'en fait, tu vas plus être concerné du tout par l'Europe, en tout cas via le championnat. Oui, alors j'entends ce que tu dis. Mais si, par exemple, tu te fais éliminer contre Bâle là, au prochain tour,
Donc tu ne joues plus vraiment à fond le championnat parce que tu es décroché et tu n'as plus de coupe européenne. Du coup, tu fais start, quitter, retour au menu, on rage quit quoi. Bah, Donc non, moi je pense. après, tu peux préparer la saison suivante en faisant jouer, je sais pas, les joueurs que tu sais qui vont rester, faire jouer davantage les jeunes. Et puis, bah, c'est déjà arrivé à Nice d'avoir des fins de saison en autre boudin où tu as la chance de plus jouer le maintien, mais où tu joues plus grand chose d'autre. Bon, ça serait dommage que ça arrive dès le 20 avril avec une élimination face à Bâle, mais si jamais tu sors et que t'as pas pris de points face à Paris et face à Brest, ben malheureusement la réalité c'est que tu vas faire partie de ces équipes pour qui la saison s'arrête en avril. Mais bon, on n'y est pas encore. J'ai bien entendu ton propos. Jérémy, pour toi, voilà, la question c'est pas encore de dire si on est condamné ou pas au classement en tout cas en Ligue 1, mais là le visage qui est affiché, est-ce qu'au final on mérite autant ou plus d'aller en Europe que des équipes. Alors Rennes, c'est un peu compliqué depuis la blessure de Martin Terrier, certes, mais que Lille, qui n'est pas, qui passe un peu sous les radars et qui au final continue à gagner et à se replacer au classement. Ils sont même à 3 points de Monaco 4e. Voilà, Monaco, Marseille qui pomme un peu quand même des points, mais qui finalement, eux arrivent quand même à se remobiliser et quand ils perdent un match ou font un match nul, derrière c'est une victoire. Non, on mérite pas parce que bon, je l'avais dit un peu tôt, mais c'est vrai que quand on n'avait pas pu gagner contre Auxerre ni aucun des deux matchs contre Reims et surtout avec le match de cet après-midi, à partir de ce moment-là, c'est compliqué et de toute façon avec le début de saison aussi, tu mérites pas sur la saison de toute façon d'être dans les 5 premiers. Je pense que l'équipe qui mérite le plus actuellement, voire les deux, c'est soit Lille, soit Reims, mais je pense que surtout Lille parce que Lille fait quand même un très bon championnat et c'est vrai qu'en plus ils ont ce petit brin de réussite, ils provoquent vachement la réussite quand ils sont en difficulté et ça joue aussi très très bien. Donc je pense que c'est l'équipe qui mérite le plus parce que comme tu l'as dit, Rennes est aussi quand même en difficulté et le fait qu'on ait quand même pas pu rattraper Rennes qui a quand même perdu pas mal de points sur les derniers matchs, ça veut dire que nous aussi on mérite pas forcément. On a une très belle phase qui nous a permis vraiment de nous remettre dans le top 10 et c'est très bien, qui sauve un peu notre saison avec la Coupe d'Europe pour l'instant. Moi, je suis quand même d'avis pour l'instant de jouer tout à fond, hein, parce qu'il faut quand même essayer de finir le plus haut possible le championnat rien que pour les primes de compétition à la fin du championnat, c'est toujours ça de prix. Et pour l'attractivité en vue du prochain mercato, si tu termines à 3 points de l'Europe, c'est pas la même chose que si tu termines 12e. Ouais, voilà, en plus. Mais après, voilà, je pense qu'il y a quand même une priorité maintenant à mettre sur la Conference League, qui est la seule, qui est la seule solution maintenant pour aller en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc bon, le chemin est encore très très long et il y a 5 beaucoup matchs, de conditions c'est le chemin le plus court, quand même, malgré tout. Oui, oui, voilà, mathématiquement, c'est le plus Mais court, d'un niveau qui va mais ça va être escalader, très, très compliqué. ça va être d'un niveau qui va augmenter au fur et à mesure, hein. Parce que tu C'est ça, passes Bâle et on tu n'y est viens pas. affronter la Fiorentina, c'est pas le même délire que jouer Angers, Brest ou Lorient, tu vois. Donc j'espère que d'ici là, on aura réussi, enfin Diga aura réussi à remettre les têtes à l'endroit parce que je suis pas dans la tête de Didier Digard, mais je pense qu'il est fulminé sur son banc Oui, de voir le niveau affiché ça par se ce. voyait. Tu sais, c'est un peu comme dans les animes, tu voyais l'aura noire se dessiner Ah oui, oui, complètement. autour de lui. Bon, je vous propose qu'on fasse peut-être un point, naturellement pour la Coupe d'Europe, on en fera un après la double confrontation, les 13 et 20 avril face au FC Bâle, mais peut-être qu'en championnat, on va attendre aussi la fin du mois d'avril. Il y a des équipes largement à notre portée, hein, que ce soit Brest, Clermont ou Troyes, hein, des candidats au maintien, même si Clermont semble quasiment sauvé avec 11 points d'avance sur la zone de flottaison. C'est peut-être un peu une des équipes qui justement n'a plus grand-chose à jouer. On espère qu'ils ne nous auront pas rattrapé au classement d'ici là. Mais voilà, blague à part, il y a encore des belles choses à jouer dans 2 compétitions. Et puis on se posera la question aussi du futur de l'OGC Nice, parce que Didier Digard, qui était parti avec déjà un départ impressionnant et cette invincibilité qui court toujours, lui aussi joue quand même son avenir à l'OGC Nice. Est-ce qu'il est capable d'emmener Nice jusqu'à un sacre européen et une qualification européenne via le championnat, auquel cas ce serait difficile de lui disputer son avenir en tant qu'entraîneur principal du gym. Par contre, si jamais la campagne européenne s'arrête dès ce mois-ci et qu'en championnat on continue à glisser vers le ventre mou, eh ben peut-être que la question se posera différemment et en tout cas qu'elle se posera différemment
au niveau du board, malgré tout l'amour que nous on peut porter à notre ancien capitaine, à notre entraîneur actuel. Mais on n'y est pas encore. Voilà, un week-end décevant, encore un, avec l'OGC Nice. Le prochain, c'est la réception du Paris Saint-Germain. Alors, bienvenue à tous les touristes dans notre stade. Ce soir-là, le parking, le tramway, l'horaire, aucun problème, hein, parce que c'est Paris en face. On le sait. Courage à ceux qui sont là à chaque rencontre et qui on va emmerder parce que ce ne sera pas leur place sur laquelle ils seront assises. Mais bon, ce n'est qu'un seul match. Tout rentrera dans l'ordre après avec notamment la réception de Clermont. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pendant cette émission. À la semaine prochaine. Et Issa Nissa. Issa Nissa. Tiens, ça.